L'interview vérité. Ce matin, Maxime, vous recevez l'explorateur et médecin Jean-Louis Etienne qui se lance un nouveau défi, se laisser dériver pendant des mois au cœur de l'océan austral. Bonjour Jean-Louis Etienne. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Juste une petite question de géographie pour commencer, pour que tout le monde ait la carte bien en tête. C'est où l'océan austral ? Alors l'océan austral, c'est la couronne d'océan qui entoure l'Antarctique. Là, c'est le pôle sud. Au pôle sud, il y a un immense continent qu'on appelle l'Antarctique, qui est grand comme 28 fois la France, et qui est recouvert par une couche de glace d'une épaisseur moyenne de 2,5 km. 2500 mètres de glace sur 28 France, ça c'est la taille du glaçon qu'il y a au pôle sud. Et l'océan austral, c'est cet océan qui entoure l'Antarctique, dont les marins du Vendée Globe nous parlent tous les jours, sont les 40e, 50e. 50, ça veut dire 50 degrés de latitude sud. Ce sont des zones très ventées. Et pourquoi est-ce qu'il y a encore besoin aujourd'hui d'expéditions humaines comme celle que vous préparez, alors qu'on pourrait se dire qu'aujourd'hui, en 2016, on pourrait se contenter de ce que nous envoient les satellites ? On a les satellites qui font un travail remarquable, qui amènent des mesures très très fines aujourd'hui, très intéressantes. L'avantage du satellite, c'est qu'il repasse sans arrêt. Donc il ramène de la mesure sur la durée, c'est ça qui intéresse le scientifique. Il y a aussi des animaux instrumentés, on met des balises sur des éléphants de mer par exemple. Mais toutes les publications sur cet océan disent on a besoin de mesures in situ. On a quand même besoin de l'homme sur place. C'est ça l'équation que j'essaye de résoudre. Ça veut dire qu'on connaît encore mal aujourd'hui l'océan qui entoure l'Antarctique. On le connaît mal. Ce sont des zones qui sont lointaines, coûteuses. La France a la chance d'avoir un bateau qui s'appelle le Marion Dufresne, qui va régulièrement à Kerguelen dans ce secteur, et donc amène avec lui des scientifiques. Les Australiens sont là. Ce sont des campagnes qui durent en général quelques mois, mais l'été. Donc toute une partie de l'année, on ne sait pas, on ne sait rien. Et donc c'était ça l'équation. Quel type de bateau on peut proposer à des chercheurs pour rester sur cette zone qu'on appelle les 50e hurlants, donc vanter une mer agitée dans des bonnes conditions de sécurité et de confort. Sauf que vous, ça n'est pas un bateau que vous proposez, c'est ce que vous avez appelé PolarPod. Oui. Pas facile à décrire, PolarPod. Non, vous avez raison. Alors, vous savez ce que je dis ? C'est pour ça que je ne vais pas le faire. Je vais vous demander de le faire. C'est un navire vertical. Donc il y aura 3 marins, 3 officiers de marine marchand d'abord. Et c'est un navire vertical dans le sens où c'est un grand flotteur. Le principe, si vous voulez, sur une mer agitée, il faut échapper à la surface. C'est là où ça bouge. Et donc, si vous avez un bateau, un grand flotteur, on va dire, pour imaginer une grande tour, un phare, vous voyez, un truc vertical. Ouais, vertical. Voilà, qui combien de descend, mètres de haut ? qui fait 100 mètres de haut. Ah oui, quand même. Oui, 75 sont sous l'eau et 25 sont au-dessus de l'eau. Donc, vous voyez, on est pris dans des eaux stables. C'est le bouchon du pêcheur. C'est le bouchon du pêcheur avec... Alors, les gens qui nous écoutent ne vous voient pas, mais vous faites ce mouvement de haut en bas, de haut en bas. Et ce navire est très stable. Donc, ce mal de mer qui nous est donné en général par le bateau qui monte et descend, là, vous ne l'aurez pas. On ne l'aurait pas, c'est beaucoup plus stable qu'un navire. Et vous allez vivre avec vos collègues, marins, chercheurs, tout en haut de ce mât. Oui, il y a une nacelle qui est fixée en haut du mât et qui est à 4 étages avec la passerelle, qui va héberger 7 personnes, 3 marins, et 4 ingénieurs, techniciens, scientifiques. Il y a 52 institutions scientifiques, il y a 12 pays. C'est une première, c'est une proposition sur laquelle les scientifiques, je dirais, du monde entier ont fait des propositions. C'est une opportunité extraordinaire. Mais alors vous, avec tous vos capteurs et votre PolarPod, qu'est-ce que vous allez chercher là-bas ? Instinctivement, on se dit que vous allez sans doute travailler autour du réchauffement climatique. Bon instinct. Mais est-ce qu'il y a autre chose ? Est-ce que c'est forcément ça d'abord ? C'est un élément important que nous allons ramener, échange entre l'atmosphère et l'océan. Les eaux froides sont ce qu'on appelle des puits de carbone. C'est-à-dire que le CO2 que l'on émet en excès se dissout dans les eaux froides, beaucoup plus que dans les eaux chaudes. Donc cette immense couronne d'océan, et quand je dis immense, ça fait 25 000 km de circonférence. 25 000 km, c'est énorme, cet océan austral. C'est une surface qui capte le CO2. On va le mesurer avec une grande précision, grâce à la stabilité verticale de l'appareil. Deuxièmement, à 80 mètres sous l'eau, il y a le silence. Et on va faire de l'acoustique. On va écouter la faune. Donc on va faire un inventaire de la faune par acoustique de manière très précise. Et quatrième chose, microplastiques et contaminants, est-ce qu'ils sont arrivés là-bas ? Ça, c'est une question. Est-ce que c'est très pollué Peut-être pas très, mais est-ce que ça a franchi le front polaire ? C'est-à-dire que ce sont des eaux qui sont isolées, ces eaux froides qui tournent autour. Est-ce que les microplastiques sont entrés dans cette zone-là ? On va le rappeler parce qu'on ne l'a pas encore rappelé, mais des expéditions, alors pas forcément comme celle-là, mais des expéditions, vous en avez monté beaucoup ces 30 dernières années. Vous avez été, je le rappelle, le premier homme à atteindre le pôle Nord en solitaire en 86. Vous avez aujourd'hui 70 ans. Oui. Prendre sa retraite, c'est inimaginable pour vous.
Ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens, dans le sens où c'est moi qui suis mon boss, entre guillemets, si vous voulez. Donc je m'arrêterai quand mon corps ou mon cerveau me le demandera. Mais j'ai toujours autant de plaisir à monter ces projets, parce que si vous voulez, ce qui se passe, et c'est ce qui se passe avec l'expérience, plus vous avancez en expérience, plus vous appréhendez les choses avec de manière beaucoup plus constructive, beaucoup plus détaillée, avec plus de performance. Et donc, je n'ai pas envie de m'arrêter, d'autant que ça me plaît, et c'est une expédition qui va vraiment servir. Quel regard vous posez, Jean-Louis Etienne, sur ce que la France vient de vivre, des épisodes de pollution à répétition, la circulation alternée à Paris, à Lyon? Est-ce que vous vous dites que tout ça, ça va dans le bon sens, les mesures qui ont été prises? Oui, elles vont dans le bon sens. Si vous voulez, il faut quand même se regarder. Les problèmes, ils sont essentiellement dans les concentrations urbaines, avec toutes ces concentrations de véhicules. Donc, comment faire? Il est évident qu'il faudrait sélectionner les véhicules qui émettent ou qui n'émettent pas. Il y en a qui ont un pot catalytique, d'autres qui n'en ont pas. Une façon la plus simple, c'est effectivement de commencer par la plaque d'immatriculation. C'est un peu simple, mais en fait, c'est une première mesure. Vous savez, ces mesures-là, ça alerte. Elles sont là aussi pour alerter, c'est-à-dire que les gens se rendent compte qu'il y a une pollution urbaine qui s'accroît et qu'il va falloir faire quelque chose. Ces mesures-là, ça met les gens dans l'embarras et c'est en même temps une occasion de se dire, tiens, comment on va faire demain? Peut-être sonner chez le voisin en disant, dis donc, j'ai vu que tu as une bagnole qui n'a pas le même numéro que le mien, est-ce qu'on peut s'entendre? Vous voyez, ça peut lancer des nouveaux comportements, mais la vision, elle doit être à plus long terme. C'est-à-dire que les voitures, il va falloir qu'elles soient électriques, les transports en commun fluides, parfaits, efficaces, etc. Donc c'est une perspective qui est intéressante. Merci Jean-Louis Etienne. Vous savez déjà la date de départ précise de Normalement, ça serait le dernier trimestre 2019. Construction 2018, départ fin 2019. Pour 2 ans? 2 ans, ça va durer. On est entraîné par le courant et un peu le vent. Ça va durer 2 ans et on va faire des mesures aux 4 saisons, ce qui n'a jamais été fait. Et en attendant, je vous souhaite d'excellentes fêtes. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur sur votre Europe 1. accueil.